Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et oui, c'est la 100e. Et oui, on fête la 100e chronique. Alors, pour ce faire, ne bouge pas. Une bougie musicale. Une bougie pour fêter ça. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Célébrons cet instant, s'il te plaît. Oh, piquer sur un chocolat, mais ma Charlotte, tu es une fée. Et oui, je pense que j'avais anticipé un peu le sujet de cette chronique. Ça me touche énormément, ma toute belle. Ça me touche énormément. Mille merci. Et puis, moi, j'avais envie de faire des grands remerciements à l'équipe de Radio Alto, à toi, ma Charlotte, à Marion, qui m'a accompagnée dans les premières chroniques, à Caroline, ma bichette, à Antoine, à Guillaume, qui a fait le premier générique pour... Magnifique générique, oui, d'ailleurs. génialissime. Pour on accompagner. remercie. Donc, mille merci, parce que vous êtes merveilleux. On se sent trop bien chez Radio Alto, et c'est que du bonheur de travailler avec vous. Des remerciements aussi à la CPAM de Savoie qui a soutenu le projet ces 2 dernières années. Oui, c'est important de le signifier. Ouais. Merci beaucoup. On en est très très contents. Merci, mille merci à eux. Et puis évidemment, mille merci à vous qui nous écoutez pour les questions impertinentes et toujours pertinentes parfois qu'on a reçues sur les retours, parce qu'il n'y a rien de plus délicieux que d'en dire que ça vous a donné envie de passer en cuisine après avoir entendu une chronique. Et c'est vrai que des retours, on en a beaucoup, Anne. Ça me touche énormément et c'est génial, c'est génial. Voilà, donc très contente. Et puis vous dire que pour moi, cette chronique, c'est l'occasion de partager un enthousiasme. Au sens étymologique du terme, enthousiasme, ça veut dire être habité par un Dieu intérieur. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite, de juste laisser les enthousiasmes nous traverser, de contacter nos envies, nos élans de vie et de nous réjouir. Mais c'est magnifique, on apprend le grec avec toi pendant ces chroniques. Oui, désolée, moi j'ai pas fait latin. J'ai fait que du grec, voilà. Soyons donc enthousiastes. Pour cette 100e chronique, on rappelle, on avait proposé aux auditeurs de nous proposer quel était l'aliment pour eux qui méritait cette 100e chronique. Qu'est-ce qui a été proposé? Alors, il y a eu plein de belles choses. On a eu le pain qui est une merveilleuse idée. On a eu le sel. J'ai trouvé ça absolument génial. Qui est présent dans tous les plats, effectivement. Mais voilà, on a eu le piment qui n'est pas présent partout, mais je crois savoir que ton chéri est particulièrement fan de la chose. C'est bien lui qui est à l'origine de cette suggestion. Évidemment, on nous a parlé du fromage, on nous a parlé du café, on nous a parlé du concombre aussi. Albin, on te salue bien fort. Il y aura une chronique sur le concombre en été. Et puis, il y a eu d'autres propositions, le boudin, le lapin. Oui. On les salue au passage. Et puis, Michel aussi, pour ta proposition de la carotte. Mais je suis pas sûre que ce soit la carotte qui a été retenue aujourd'hui. Alors, c'est pas la carotte qui a été retenue, mais on fera des chroniques sur tous ces thèmes qui sont très inspirants. Et finalement, je sais pas si ce sera une énorme surprise. Moi, je m'y attendais un petit peu. C'est le chocolat qui a obtenu le plus de suffrages. Et je pense que ça fera vraiment plaisir à l'équipe de Radio Alto, notamment Marion et Raphaël, qu'on salue au passage. Ça tombe bien d'ailleurs, le chocolat, qu'on en parle, puisque on approche de la Saint-Valentin. Et oui, et si un aliment sensuel par excellence, c'est bien le chocolat. J'ai relevé une jolie citation d'Henri de Monterland qui dit « Le sens du baiser est « Vous êtes pour moi une nourriture ». Et je trouve que ça va tellement bien avec cette idée de chocolat qui fait comme un bisou, une caresse à l'intérieur de notre corps. Peut-être revenir aux origines, d'où nous vient le chocolat? Alors, le chocolat, on le sait à peu près tous, il est originaire du bassin amazonien et de l'actuel Mexique. Alors à l'époque, les Aztèques associaient le chocolat avec, excusez-moi pour la prononciation, effectivement, c'est pas facile. Le Xochiquetzal. Alors attends, je recommence. Xochiquetzal. C'est bien que des consonnes. Qui est leur magnifique déesse de la fertilité. Voilà, pardon d'avoir écorché le nom. Bon. Donc, le chocolat est associé au rite de fertilité notamment. Et à l'origine, c'est une boisson. Les Mayas utilisent les fèves de cacao qu'ils vont faire griller, qu'ils vont broyer et mélanger à de l'eau avec de la farine de maïs pour épaissir un petit peu. Ils obtiennent une boisson chaude, mousseuse, amère, rougeâtre, qu'ils nomment cacao. Et souvent, ils additionnent d'épices, la vanille, le piment, le roucou, etc. Il y a un usage qui est fait du chocolat en cuisine aussi par les Aztèques. Bon, ça concerne surtout, a priori, les rois et les notables qui accompagnent leur viande de mole poblano. C'est une sauce où le cacao est utilisé comme une épice, auquel on va ajouter du piment, de la cannelle, de la tomate, de la cacahuète, plein d'autres trucs. Et ils vont terminer souvent leur repas de roi par une boisson, le chocoalt, à la fin de leurs agapes. Voilà. Le chocolat, chez nous, il va être utilisé en pâtisserie à partir du XVIIe siècle. Le premier chocolatier, sacré chocolatier français, va en incorporer dans ses pâtes à gâteaux et à biscuits. Et le chocolat solide tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'est créé qu'à partir du XVIIIe siècle avec le développement des moulins mécaniques qui vont permettre d'extraire le beurre de cacao.
Voilà donc toute l'histoire de cet ingrédient absolument mystérieux, un petit peu par ses origines. Mais le chocolat, bon, maintenant qu'on sait d'où il vient, comment est-ce qu'on le fabrique ? Alors là, je vais faire vraiment très succinctement les grosses étapes. Mais il faut absolument, dans les Bauges, j'en ai la chance d'avoir 2 chocolatiers merveilleux qui raconteront les choses bien plus en détail, bien plus en précision que moi. Il faut aller les voir et il faut faire marcher le commerce local. Donc... On les salue au passage. On les salue très fort, Gaël, Frédéric et leurs belles équipes. Alors, pour fabriquer le chocolat, on va déjà partir de la fève de cacao. Et pour développer les arômes, on a 2 process qui sont d'une part la fermentation des fèves et d'autre part la torréfaction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de chocolat cru. On a des artisans qui vont faire le choix de ne pas torréfier les fèves de cacao après la fermentation. Ensuite, on va broyer. La fève, elle contient des matières grasses, c'est ce qu'on appelle le beurre de cacao. Et donc, quand on broie, on obtient une sorte de pâte comme le beurre de cacahuète, ce qu'on appelle la pâte de cacao ou la masse de cacao. À cette masse, on va ajouter du sucre, des matières grasses, du beurre de cacao ou d'autres matières grasses qui peuvent être de l'huile de palme ou d'autres choses, et puis de la poudre de lait quand on veut faire un chocolat au lait, par exemple. Le pourcentage de cacao, il correspond en fait à la somme des produits issus des fèves de cacao, c'est-à-dire la pâte de cacao, donc la masse dont on a parlé, qui est obtenue directement par le broyage des fèves, le beurre de cacao et la poudre de cacao. Donc en fait, c'est le total. Ce qui fait qu'on peut avoir plus ou moins de beurre de cacao ou plus ou moins de poudre de cacao dans le chocolat. Et les chocolatiers vont jouer avec ça pour, d'une part, obtenir des textures, obtenir des saveurs spécifiques ou pour jouer sur les prix également. Voilà. Donc on sait que si on ajoute du beurre de cacao, la texture, elle est plus fondante, mais il peut y avoir une tendance, quand c'est excessif, à voiler le palais. Et quand on ajoute de la poudre de cacao, peut y avoir une tendance à apporter un côté granuleux au moment de la dégustation. Et qu'est-ce qu'il en est du chocolat blanc ? Parce que j'ai entendu dire que le chocolat blanc, lui, n'était pas un chocolat. Alors... Il y a 2 choses. Il y a la définition légale, et donc il y a une définition légale en termes de pourcentage, bon je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui donne une définition du chocolat blanc. Donc si vous voulez, légalement, voilà, on peut appeler ça du chocolat. Après, c'est une affaire de goût. Et je pense que ce sont surtout les personnes qui sont amateurs de la saveur de la poudre de cacao qui vont dire que c'est trop sucré, etc. Voilà. Alors maintenant, peut-être pour nous réconcilier, j'ai trouvé un extrait du livre Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb qui parle du chocolat blanc et je mourrais d'envie de vous le partager. Alors, pour vous situer, la Métaphysique des tubes, c'est une autobiographie de 0 à 3 ans de l'auteur qui va parler du début de sa vie, entre guillemets, végétative, quasi végétale, où la petite Amélie, elle accomplit que quelques fonctions essentielles, déglutition, digestion, excrétion, bref, un tube. Je salue à nouveau Marion au passage, je me souviens de ces partages autour du plaisir des premiers mois de la vie des bébés. Ensuite, à 2 ans, Amélie, elle va passer d'une forme d'apathie pathologique, toujours entre guillemets, à une forme d'irritabilité pathologique jusqu'au jour où une grand-mère va présenter sous son bec une barre de chocolat blanc. Et là, je vais vous lire l'extrait. Pensez que quand on va employer le pronom « il », Amélie Nothomb, elle emploie « il » pour dire Dieu, c'est la manière dont elle se dénomme elle-même dans sa tête de bébé. On t'écoute, Anne. En un soubresaut de courage, il attrape la nouveauté avec ses dents, la mâche, mais ce n'est pas nécessaire. Ça fond sur la langue, ça tapisse le palais, il en a plein la bouche, et le miracle a lieu. La volupté lui monte à la tête, lui déchire le cerveau, et y fait retentir une voix qu'il n'avait jamais entendue. C'est moi qui vis, c'est moi qui parle. Je ne suis pas il, ni lui, je suis moi. Tu ne devras plus dire il pour parler de toi, tu devras dire je, et je suis ton meilleur ami, c'est moi qui te donne le plaisir. Ce fut alors que je naquis, à l'âge de 2 ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au village de Shukogawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. La voix qui depuis ne s'est jamais tue continua à parler dans ma tête. C'est bon. C'est sucré, c'est onctueux, j'en veux encore. Je remordis dans le bâton en rugissant. Le plaisir est une merveille qui m'apprend que je suis moi. Moi, c'est le siège du plaisir. Le plaisir, c'est moi. Chaque fois qu'il y aura du plaisir, il y aura moi. Pas de plaisir sans moi, pas de moi sans plaisir. Le bâton disparaissait en moi, bouchée par bouchée. La voix hurlait de plus en plus fort dans ma tête. « Vive moi, je suis formidable comme la volupté que je ressens et que j'ai inventée. Sans moi, ce chocolat est un bloc de rien, mais on le met dans ma bouche et il devient le plaisir. Il a besoin de moi. »
Cette pensée se traduisait par des éructations sonores de plus en plus enthousiastes. J'ouvrais des yeux énormes, je secouais la jambe de joie. Je sentais que les choses s'imprimaient dans une partie molle de mon cerveau qui gardait trace de tout. Morceau par morceau, le chocolat était entré en moi. Je m'aperçus alors qu'au bout de la friandise défunte, il y avait une main, et qu'au bout de cette main, il y avait un corps surmonté d'un visage bienveillant. En moi, la voix dit « Je ne sais pas qui tu es, mais vu ce que tu m'as apporté à manger, tu es quelqu'un de bien. » La grand-mère m'avait rempli la bouche de sucre. Soudain, l'animal furieux avait appris qu'il y avait une justification à tant d'ennuis, que le corps et l'esprit servaient à exulter et qu'il ne fallait donc pas en vouloir ni à l'univers entier, ni à soi-même d'être là. Le plaisir profita de l'occasion pour nommer son instrument. Il l'appela « moi » et c'est un nom que j'ai conservé. Magnifique, mais quelle eau de chocolat! On ne pouvait pas mieux faire pour le sublimer à ce point. Elle est fabuleuse, cette autrice. Ah oui, magnifique. On comprend bien là l'intérêt, la puissance que peut avoir le chocolat. Qu'en est-il maintenant, si on revient un peu à la nutrition, après la littérature, qu'en est-il de ces super pouvoirs nutritionnels? Alors, il en est gorgé de super pouvoirs, le chocolat. Alors, si c'est un produit de qualité avec un pourcentage de cacao important, on va avoir pas mal de molécules intéressantes. Déjà, le chocolat, il est énergétique, parce qu'il est source de graisse, il est source de sucre. C'est aussi pour ça que c'est l'anti-stress idéal, évidemment, pour apaiser les envies de manger émotionnel. Pas seulement grâce au sucre et aux graisses, d'ailleurs, il est aussi source de magnésium. Mais attention, si on a une carence en magnésium, le chocolat, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que dans son métabolisme, le sucre consomme du magnésium pour être métabolisé, assimilé et utilisé par notre corps. Donc si je mange du chocolat, j'apporte certes du magnésium, mais j'apporte aussi, en fonction du pourcentage de plus ou moins de cacao, du sucre. Donc il y a une partie du magnésium que j'apporte à travers le chocolat qui va être déjà mobilisée pour assimiler le sucre. Donc si on a une carence en magnésium, on peut manger du chocolat pour le plaisir, mais on a intérêt à faire une cure quand même parce que c'est pas idéal pour se remonter. Le chocolat, il est aussi riche en antioxydants, des flavonoïdes notamment, et puis il va comporter 2-3 molécules vraiment intéressantes, notamment la théobromine. Le mot, il vient de théobroma, c'est le nom générique du cacaoyer d'ailleurs, du grec à nouveau qui veut dire Dieu, théo le Dieu, et broma la nourriture. Donc théobroma, nourriture des dieux, rien que ça. Et la théobromine, elle a des effets similaires, bien que moins prononcés à la caféine. Elle est stimulante. Donc on a déjà un effet stimulant. Ensuite, on a l'anandamine, qui vient du sanskrit ananda, qui signifie béatitude. L'anandamine, c'est un neurotransmetteur cannabinoïde. Il va activer les mêmes récepteurs que le cannabis. Donc, il va y avoir une action sur la motivation et sur le plaisir. Et puis, on a aussi de la phényléthylamine, qui est un antidépresseur léger et un stimulant similaire à la dopamine et à l'adrénaline. Donc, avec tout ça, si tu veux, on a un cocktail dans le chocolat qui est à la fois stimulant et relaxant. Et on a donc l'aphrodisiaque idéal pour nous mettre dans l'ambiance. Ah oui, là, on comprend bien pourquoi le chocolat rend complètement accro. Mais oui, j'ai une citation juste sublime de Brillat Savarin qui dit « Heureux chocolat qui, après avoir couru le monde à travers le sourire des femmes, trouve la mort dans un baiser savoureux et fondant de leur bouche. » Magnifique, c'est magnifique. Le chocolat a un inspirateur, une muse. C'est notre muse. Ouais, c'est la muse de ces beaux écrivains. Pour la déguster, la dégustation, comment est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'on le croque? Est-ce qu'on le laisse fondre? Alors ça, c'est vraiment très, très personnel. Bah oui, mais est-ce que toi, tu as un petit conseil à nous donner? Alors, je pense que faut expérimenter les différentes manières et observer ce que ça nous fait à nous. Moi, je pratique souvent, avec mes patients ou en groupe, des expériences de dégustation en pleine conscience de chocolat. Et on va explorer très attentivement avec chacun des sens, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat. Toutes ces sensations que nous procure le chocolat. Et je crois que ça peut être une expérience très très jolie de vérifier qu'est-ce qu'on aime en fait. Moi, personnellement, laisser fondre le chocolat, ça me saoule. Je ne le pratique pas souvent. Moi, j'ai besoin de croquer un coup de dent et de sentir ma bouche qui est emplie de cette pâte fondante. Et voilà, et c'est ça qui me procure le maximum de plaisir. Je profite pour lancer un appel à notre merveilleuse équipe de notre merveilleuse librairie La Lanterne qui rugit. Je serais ravie d'organiser une dégustation en pleine conscience de chocolat. Un de ces quatre, quand on pourra organiser des choses en groupe. Et si vous nous entendez, on en reparle dès que vous êtes prêts.
Voilà de belles perspectives. On pourrait aussi conseiller à la librairie La Lanterne qui Rugit, quand ils pourront ouvrir leurs portes au grand public, d'avoir chez eux plein de recettes, de livres de recettes sur le chocolat. Oh que oui, parce que des livres de recettes sur le chocolat, ça ne manque pas. Alors, on va vous en donner quelques-unes néanmoins en attendant de pouvoir se sourcer dans notre librairie. Le chocolat, déjà en termes de saveur. Le chocolat, il vient du mot nahuatl chocoli, qui signifie acide ou amer et auquel on ajoute le suffixe alt qui voulait dire eau. Donc on a des notes acides, amères dans le chocolat. Pourquoi est-ce que nous on les ressent pas ? C'est parce que nous, les Européens, dès les premiers moments d'importation du chocolat, on a rajouté du sucre, on a rajouté des choses pour l'adoucir et pour temporiser cette acidité et cette amertume. Alors il y a une chose qui peut être très sympa en cuisine, c'est de penser le cacao comme une épice. Ne pas considérer que c'est du chocolat et partir du principe que c'est sucré, mais utiliser la poudre de cacao comme on utiliserait du curry, du cumin ou autre chose. Et on peut jouer à l'associer avec des légumes. Par exemple, un petit peu de cacao dans un velouté de courge ou poudré au-dessus d'un velouté de panais ou de champignons. Ça peut être vraiment sublime. Ça se marie très bien avec des viandes de caractère comme le canard, comme le bœuf. On repense à la sauce mole poblano dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas avec le fromage aussi ? On a des chocolatiers, je pense à son nom m'échappe, un chocolatier parisien qui fait qui associe le chocolat et le fromage dans des bouchées. On pourrait associer le chocolat avec le seitan aussi, cette pâte faite à partir de gluten de blé qui a des saveurs protéinées qui iraient très bien avec le cacao également. Donc on peut sentir le parfum du cacao, on peut le déguster et essayer de se laisser porter par les notes qu'il a sans a priori pour voir quelles associations il peut nous inspirer. Oui, essayer de déconstruire un peu notre passé du chocolat. C'est vrai qu'on l'associe toujours au sucre. Et quand on va au Mexique ou en Amérique du Sud, on est un peu déboussolé. Exactement. Alors, autre recette, les incontournables chocolat chaud, évidemment. Alors, sur mon blog, vous allez retrouver au moins 2 recettes où on utilise tantôt de la poudre de cacao, tantôt du chocolat fondu comme base pour faire son chocolat. On peut utiliser évidemment des laits animaux, un bon lait de vache entier bien crémeux, etc. Ou un petit lait végétal, un petit lait de riz tout léger, tout qui va bien passer en termes de digestion. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de faire le chocolat et on peut adapter la recette en fonction de ses ressentis du moment, c'est ça qui est important. Sur le blog, vous allez trouver plein de recettes de fondant au chocolat. Et moi, ce que j'aime dans le fondant, c'est l'adapter pour qu'il devienne léger et digeste. Comment on fait ? On diminue le sucre. De toute façon, moi, je rajoute jamais de sucre parce que le chocolat, si je prends un chocolat, j'utilise quoi ? Il doit faire à peu près 60%, 58% de cacao. Le chocolat que j'utilise, donc il n'y a pas plus de 42%, il y a 42% de sucre à peu près dedans. Donc il y a un apport de sucre suffisant déjà. Et puis, au lieu de rajouter du gras dans notre fondant au chocolat, on peut ajouter des produits laitiers comme du yaourt, de la faisselle, etc. qui vont donner un autre confort digestif, ou on peut utiliser des matières grasses végétales comme de l'huile de coco, etc. qui donnent un confort digestif différent du beurre. Voilà. Et puis quand on a les capacités digestives qui sont au top, on met du beurre parce que c'est trop bon. Voilà. Évidemment, merci beaucoup pour toutes ces recettes, ces petites astuces. Est-ce que tu en aurais une petite dernière, pour le plaisir ? Alors, des recettes, sans entrer dans le détail, mais il y a des crèmes, des mousses, des ganaches qui sont sublimes. Donc tout ça, on va vous mettre les liens pour que vous les retrouviez sur le blog. Et il y a un produit que j'adore et qui fait vraiment partie de ma cuisine presque quotidienne aujourd'hui, c'est le gruet de cacao. Le gruet de cacao, c'est tout simplement des éclats de fèves de cacao. C'est croustillant au possible. J'en mets dans les biscuits, j'en mets dans mes truffes, j'en parsème tout simplement les yaourts de mes desserts ou les compotes, etc. Et c'est merveilleux. Ça apporte le goût du chocolat sans le sucre et c'est une extase. C'est un produit qu'on peut trouver en grande surface facilement ? Alors en grande surface, je ne sais pas, je trouve relativement facilement en magasin bio. Très bien. D'ailleurs, on va faire un appel à notre petit magasin bio local, Croque-Bauche. Si vous pouvez nous approvisionner en gruet de cacao, on sera les plus heureuses du monde. Et oui, on en a besoin pour mettre en pratique les recettes d'Anne. Merci Anne pour cette 100e chronique. Merci à toi, ma Charlotte. Toute ma gratitude. Oui, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour continuer sur les aphrodisiaques, puisqu'on a ouvert la brèche. Et on va parler d'un aphrodisiaque qui est un peu particulier. Je ne pensais pas qu'il était aphrodisiaque, celui-là. C'est le céleri. À la semaine prochaine, Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y
en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.